Chers amis, cette période de l'année est particulière dans la vie du monde juif et sioniste. Nous sommes sortis d'Égypte à Pessah, nous nous sommes souvenus des 6 millions de juifs pendant Yom HaShoah, et nous arrivons avant de fêter la naissance de l'État d'Israël à Yom HaZikaron. En 24 heures, nous allons passer de la peine à la joie, phénomène caractéristique de la manière juive de fonctionner. Un peuple qui se souvient, un peuple qui communie, un peuple qui pleure lorsque les sonneries retentissent, chacun avec son histoire et tous avec une histoire commune. Celle de ceux qui sont tombés pour que cet État existe, celle de ceux qui sont tombés victimes du terrorisme. Nous allons nous souvenir à la manière du KKL, de tous ces héros grâce à qui nous existons, en vous montrant quelques lieux édifiés à leur mémoire et en vous racontant leur histoire. Si le KKL a été un des braves fondateurs de l'État d'Israël, il a aussi une mission, celle du souvenir. Se souvenir et commémorer ceux qui sont tombés pour qu'Israël existe. Chers amis de KKL France, bienvenue en Israël. Aujourd'hui, c'est le jour de Yom HaZikaron, le Chalel Tzahal, le jour de commémoration des soldats d'Israël. Un jour très important et très triste pour nous souvenir de tous ces soldats qui ont donné leur vie pour ce pays. Aujourd'hui, on va vous prendre autour d'Israël, du nord au sud. On va visiter quelques de sites et monuments qu'il s'agit de ces soldats. Comme vous savez, le KKL était fondé en 1901. Ça fait 120 ans d'années. Le KKL était fondé pour acheter la terre d'Israël, pour créer cet magnifique État pour nous. Pour dizaines d'années, grâce à votre donation au KKL, le KKL a développé, acheté, préparé, amené de l'eau, des arbres, l'agriculture et toute cette verdure pour qu'on aura un magnifique pays. Mais ce n'est pas seulement grâce au KKL. C'est aussi grâce à tous ces soldats qui ont donné leur vie pour ce pays. Aujourd'hui, on va visiter 4 places, 4 histoires. On va connecter le KKL avec cette histoire et avec les familles de ces soldats. On va voir comment le KKL avec les familles ont construit un magnifique monument. C'est très important de voir la connexion entre le KKL qui a construit physiquement l'État d'Israël et les soldats qui ont donné leur vie dans des batailles, des guerres, pour qu'à la fin, on aura ce magnifique pays. Je vous remercie d'être avec nous, et en espérant que cette Covid-19 va disparaître très vite, et vous allez nous rejoindre là, sur la terre d'Israël. On va continuer de vous prendre autour d'Israël comme on a fait avant. Je passe la parole à un guide, Ariel Assaf. Et on vous attend ici, à la terre d'Israël. Toda Rabba. La veille du Yom HaAtzmaut, du jour d'indépendance, est un jour très spécial en Israël. C'est le jour où nous rappelons le souvenir des victimes, des guerres, des attentats. Et ce jour est rappelé d'une façon qui n'existait en Israël. Toute la journée, les médias vont faire passer des chansons sur les victimes, sur les soldats. Et à 11 h du matin, le cri des sirènes va déchirer l'air en Israël. Et pendant 2 minutes, la vie va s'arrêter, les voitures vont s'arrêter. Pendant 2 minutes, tout le peuple est uni dans 2 minutes de silence en souvenir des victimes. Bienvenue les amis, nous sommes dans la forêt de Schweitz, Yar Schweitz, une forêt qui domine Tibériade. À mes pieds, la ville de Tibériade, le lac de Tibériade. En arrière-plan, vous pouvez voir la ville de Safed dans la montagne au nord. Vous pouvez voir derrière moi le plateau du Golan. Et toute cette région qui est à nos pieds, qui est magnifique, est dominée par cette forêt qui a été plantée par les Anglais déjà dans les années 30. Parce qu'en 1934, des inondations terribles dévastent la ville de Tibériade et font des dizaines de victimes. Les Anglais décident de fixer le sol. Après la création de l'État d'Israël, va venir le KKL avec les amis du KKL en Suisse qui vont développer cette forêt pour en faire non seulement un besoin utilitaire, mais d'abord un poumon vert pour la ville de Tibériade, une aire de promenade, des sentiers pour les promenades romantiques, des pistes cyclables, des aires de jeux, des aires de pique-nique, un endroit magnifique.
un endroit de vie. Et dans cet endroit de vie, la famille Shaoul a décidé d'immortaliser le nom de Oron, leur fils qui est tombé à la guerre à Gaza. Nous voici devant un point de vue magnifique sur le lac de Tibériade qui est juste derrière moi. C'est l'endroit que la famille Shaoul a choisi pour rappeler le souvenir de leur fils, Oron Shaoul, qui est tombé à la guerre à Gaza. Il avait 20 ans. Ils ont choisi cet endroit parce que Oron a grandi ici à Poria, dans le village qui est juste devant moi. Oron a grandi ici. Oron qui avait une âme d'artiste, il dessinait, il sculptait. Mais comment ne pas être artiste quand vous avez ce paysage sous les yeux toute la journée? Oron était amoureux de ce paysage, était amoureux de cette région, mais pas moins de l'armée. Il a voulu servir dans une unité combattante, il a servi dans l'unité de Golani. La mère de Oron était très malade et Oron aurait pu choisir d'être à l'armée, mais de servir dans des bureaux, d'être à l'arrière. Mais il voulait à tout prix être parmi les combattants, être en première ligne. Il s'est toujours porté volontaire. C'était Oron et c'était donc cet endroit que la famille a choisi pour rappeler son souvenir. Oron a 20 ans. Il sert dans la prestigieuse unité de Golani, qui fait partie de l'unité de reconnaissance de Golani, part avec son unité à Gaza pour son dernier combat. On va tout de suite vous le raconter. Nous sommes maintenant devant la bande de Gaza. Vous pouvez voir la ville d'Ashkelon et puis derrière moi, les quartiers nord de la bande de Gaza, Beth Hanoun, Beth Lahia, la ville de Gaza et les camps de réfugiés. En 2005, Israël quitte la région, le désengagement de Gaza. On abandonne les villages en espérant recevoir la paix en échange. Le Hamas prend le pouvoir dans la bande de Gaza et depuis, les villes israéliennes sous un tir de missiles. Ils ont kidnappé Gilad Shalit, qu'ils ont gardé en captivité pendant de nombreuses années. Israël était obligé de partir dans différentes opérations militaires, l'opération Plomb Durci, l'opération Hamoud Anan. Et puis en 2014, trois jeunes élèves de Yeshiva rentrent à la maison, sont kidnappés et sauvagement assassinés. En parallèle, le Hamas intensifie les tirs de missiles sur Israël. Israël n'a plus d'autre choix que de partir en campagne à Gaza. L'armée israélienne pénètre dans Gaza. Les combats font rage, sont très difficiles. Et dans le cadre de ces combats, le combat qui est peut-être le plus gravé dans les mémoires en Israël, c'est un nom que tout le monde voudrait oublier, le nom de Sadjaïe. Nous sommes au kibbutz de Nahal Oz. Derrière moi, la clôture de sécurité. En arrière-plan, vous pouvez voir un faubourg de Gaza, Sadjaïe. Sadjaïe en Israël, ce n'est pas un nom. Sadjaïe, c'est un cauchemar. Le 20 juillet 2014, Tzahal attaque à Sadjaïe. Pourquoi attaquer ce faubourg? Parce que dans les maisons des civils, le Hamas a caché ses lampes de lancement des missiles. Sous les maisons sont des dépôts de munitions. On n'a pas le choix, il faut intervenir. Les soldats de Golani rentrent dans le faubourg, mais alors un transport de troupes est frappé par un missile. 7 soldats vont trouver la mort, parmi eux Oron Shaoul. 6 soldats seront portés en terre et inhumés dans ces cimetières militaires. Oron Shaoul, lui, n'a pas été retrouvé. Le Hamas a kidnappé sa dépouille et ne l'a toujours pas rendu. Avec Oron, dans le transport de troupes se trouvaient 6 autres soldats. Parmi eux, 3 définis par Tzahal comme Khayal Boded. Khayal Boded, c'est un soldat qui n'a pas de famille, un soldat isolé. Un jeune qui a fait son alia, qui a laissé sa famille à l'étranger et qui est venu se joindre à Israël, s'est porté volontaire dans l'armée d'Israël. Ces 3 soldats, Max Steinberg, venu des États-Unis, Sean Carmeli, également des États-Unis, et Jordan Ben Simon, venu de France. Et l'armée a un grand problème. Il y a 6 obsèques en parallèle. Qui va venir aux obsèques? Ils n'ont pas de famille. Leurs amis sont encore engagés à Gaza. Quelques amis qui ont été libérés pour assister aux obsèques doivent se séparer. Les uns à Haïfa, les autres à Jérusalem, les autres à Ashkelon. Combien de personnes seront présentes aux obsèques? Y aura-t-il minyan pour dire Kaddish? Et alors, dans les nouvelles, à la radio, à la télé, on nous annonce que ces soldats vont être enterrés et on ne sait pas s'il y aura minyan. Le peuple juif a répondu. Chacun de ces soldats a été accompagné par plus de 10 000 Israéliens. Parce qu'en Israël, Khayal Boded, un soldat seul, ça n'existe pas. Un soldat qui n'a pas de famille en Israël, mais qui a donné sa vie pour Israël. Tout Israël est sa famille.
7 ans, 7 années longues et pénibles se sont écoulées depuis cette date fatidique du 20 juillet 2014 où Oron nous a été pris. 7 ans sans nouvelles. La famille refuse de voir en Oron un soldat tombé au combat. Il n'y a pas de dépouille, ils ne vont pas tomber. Il est porté disparu. La famille Shaul, conjointement avec la famille de Hadar Goldin, lui aussi disparu à Gaza, se sont organisés pour créer un mouvement d'opinion publique qui fasse pression sur les organisations humanitaires, qui fasse pression sur les gouvernements, le gouvernement israélien en premier, les gouvernements amis, pour qu'eux à leur tour fassent pression sur le Hamas, pour qu'ils nous rendent la dépouille de Oron Shaul. Le papa de Oron est mort 2 ans plus tard, le cœur brisé, il est tombé malade et ne s'en est jamais remis, et la famille refuse d'accepter le fait que Oron soit tombé au combat. Il n'y a pas de dépouille, il est donc encore vivant quelque part aux mains du Hamas. Alors nous sommes ici à côté du kibbutz de Nir Am. Nous sommes dans le désert du Negev, au sud-ouest d'Israël. Regardez la carte et regardez aussi avec moi la ville d'Ashkelon, derrière moi la bande de Gaza. Mais surtout regardez la verdure, regardez le réservoir d'eau, nous sommes dans le désert du Negev. À Nir Am commencent l'épopée sioniste. Le KKL achète les terres de Nir Am. À partir de Nir Am sortiront les premiers kibbutzim, les 11 premiers kibbutzim qu'Israël va construire dans le désert du Negev et qui vont donner cette région à Israël, une région aujourd'hui développée. Le réservoir d'eau que vous voyez derrière moi du KKL alimente en eau toutes les plantations du kibbutz. En 1976, un enfant naît au kibbutz de Nir Am. Il va s'appeler Asaf Siboni. C'est un symbole même de l'État d'Israël qui renaît. Sa maman, une sabre née au kibbutz. Son papa, qui arrive du Maroc. Asaf est un enfant joyeux. Il est blond, il a des yeux verts. C'est un sportif. Il fait de l'athlétisme, il joue au foot, il joue au basket, au handball. Quand il va arriver, après sa scolarité à l'armée, il va demander d'être engagé dans une unité combattante, l'unité du Nahal, la brigade du Nahal. Et dans le cadre du Nahal, 3 fois, il va se retrouver avec ses amis au Liban. Vous voyez derrière moi le sud Liban. Dans cette région, l'armée israélienne entre en 1982 pour chasser le Fatah. Nous allons rentrer et nous occuperons le sud Liban presque jusqu'à Beyrouth, de 1982 à 1985. Après 1985, Tsahal se retire en gardant une zone de sécurité au sud Liban jusqu'en l'an 2000. Pendant près de 20 ans, Tsahal va contrôler une zone de sécurité au sud Liban. Le but est de garder les missiles du Hezbollah hors de portée des villes du nord d'Israël pour assurer la paix à ces villes du nord d'Israël. Derrière moi, là aujourd'hui, se dresse un centre industriel, se trouvait un aéroport militaire. Sur la piste de l'aéroport militaire, par une nuit pluvieuse de février 1997, 2 hélicoptères lourds de l'armée israélienne vont prendre leur envol. À leur bord, 73 soldats qui doivent rejoindre leur poste au sud Liban. Les hélicoptères prennent leur envol, ils cerclent dans la vallée du Khoulé au-dessus de nous, attendant l'autorisation d'entrer au-dessus du territoire libanais. C'est alors que survient une catastrophe tragique. Nous sommes dans la vallée du Khoulé, au nord d'Israël, près de la frontière libanaise, entre les villages de Dafna et de Shar Yashuv. Et c'est ici, à cet endroit-là, que dans cette nuit du 4 février 1997, une boule de feu emplit le ciel, les 2 hélicoptères tombent au sol.
Les équipes de secours se précipitent. Ils vont chercher, mais en vain. On ne retrouvera aucun survivant de cet accident. 73 victimes qui représentent toute la société israélienne. Tous ensemble dans cet hélicoptère. Et nous voulons nous concentrer sur un de ces soldats, Asaf Siboni, dont le nom est inscrit devant moi. Le monument rappelle la silhouette de l'hélicoptère. Nous commençons par le rotor, un bassin d'eau circulaire, au fond duquel nous pouvons voir des pierres avec les noms des 73 victimes. De là, un chemin qui symbolise le fuselage de l'hélicoptère longe une rivière artificielle et nous amène vers un rocher qui est la queue de l'hélicoptère sur laquelle nous pouvons lire le récit de la catastrophe et le nom des unités auxquelles appartenaient les soldats. Autour de ce monument, un schlamp planté de 73 rochers, un pour chacune des victimes. Asaf n'est pas revenu et il nous manque. Alors certains de ses amis tournent un film sur l'histoire de sa vie. D'autres amis organisent un tournoi de football annuel. Chaque année, les équipes se réunissent à Niram pour un tournoi au nom d'Asaf Siboni et reçoivent un trophée, le trophée Asaf Siboni. Les parents, en partenariat avec le KKL, décident de faire un point de vue vers la bande de Gaza. Ce point de vue ici, pourquoi à cet endroit-là? Parce que Asaf aimait beaucoup faire paître les troupeaux du kibbutz. Il emmenait le bétail dans les champs qui sont autour de nous, et ici garder les troupeaux dans le calme et la sérénité. Et c'est cet endroit-là qu'il aimait tant que la famille a choisi pour être l'endroit où nous nous rappelons Asaf Siboni. Nous voici à côté du kibbutz de Misgav-Am. Nous sommes dans l'extrême nord d'Israël, dans le doigt de Galilée. Vous pouvez voir en dessous de moi la vallée de Choula, avec en arrière-plan le plateau du Golan. Si vous continuez et vous regardez à ma gauche, vous verrez les pentes du mont Hermon enneigées encore en cette saison. Et si l'on continue, on voit plus bas dans la vallée le village de Metula. En 1997 aura lieu le terrible accident, la catastrophe aérienne où les deux hélicoptères vont s'écraser au-dessus de la vallée du Choula. Et alors se crée un mouvement qui existe déjà pour se sortir du Liban, mais ce mouvement s'amplifie et finalement, en l'an 2000, le Premier ministre Ehud Barak décidera de quitter le sud du Liban et se retirera complètement du Liban. Quelques mois à peine après le retrait d'Israël du sud du Liban, le Hezbollah va réussir à kidnapper 3 soldats israéliens et va échanger leurs dépouilles contre plus de 1200 terroristes. Après ce succès, le Hezbollah va essayer sans arrêt de kidnapper des soldats israéliens et va réussir en juillet 2006 à kidnapper 2 soldats, Ehud Goldwasser et Eldad Regev, et cela met le feu aux poudres. Ehud Olmert, Premier ministre d'Israël, décide d'entrer en guerre contre le sud Liban. Quand la guerre éclate en 2006, le capitaine Benaya Rein est en congé. Benaya Rein, un jeune Israélien de 27 ans, il a grandi à Karné Shomron. Il a fini le cours d'officier comme major de sa promotion. Il a fini ses études dans l'académie militaire et à l'université de Jérusalem comme premier de sa promotion. Il a formé une section de tankistes. Sa section était la première parmi toutes les sections de son bataillon. Cet officier hors pair est en congé. Il apprend que la guerre a éclaté. Il revient spontanément proposer ses services dans sa nouvelle affectation, la brigade 401. Quand il arrive, on lui dit qu'il n'y a pas de poste. Tous les officiers sont sur place, sur le terrain. Et Benaya dit, mais il n'est pas question que je reste à me croiser les bras. Il réussit à organiser une force de 2 tanks, dont il va prendre le commandement. Et ces 2 tanks vont faire des missions de secours. Ils vont se porter à la rescousse de tanks qui sont immobilisés sur le terrain pour des ennuis mécaniques ou parce qu'ils ont été touchés. Ils vont amener du ravitaillement aux soldats sur le front, à l'infanterie. Ils vont évacuer des blessés. C'est un job suicidaire.
Cette force de 2 tanks organisée par Benaya s'appelle sur les ondes la force Benaya. Ici, dans le village, dans le kibbutz de Misgav Am, nous pouvons voir le village libanais de Taïbé. C'est là-bas qu'un tank touché appelle à l'aide. Benaya Rein se porte à la rescousse avec son équipage. Lui-même est touché par un missile de Hezbollah, ils ne reviendront pas. Benaya Rein, 27 ans, et son équipage, Uri, Adam et Alex, ont donné leur vie pour sauver ces soldats coincés dans le village de Taïbé. C'est du kibbutz de Misgav Am, juste à côté de nous, que Benaya est parti pour sa dernière mission, celle dont il n'est pas revenu. Et c'est cette raison pour laquelle sa famille, en partenariat avec le KKL, ont décidé de faire ici un point de vue, un panorama, pour rappeler Benaya. Parce qu'on veut se le rappeler dans la vie. Cet endroit est un endroit de vie, c'est un endroit où arrivent des Israéliens, arrivent des touristes pour voir la beauté du pays d'Israël. Dans les affaires que Benaya a laissées derrière lui, on a retrouvé une lettre qui était dans son portefeuille, qui était en fait une prière composée par Rabbi Nachman de Breslav, dans laquelle la prière demande à Dieu de cesser les guerres, de cesser les combats entre les hommes. C'était Benayahu, c'était un homme de paix, mais quand il a compris que sa mission était de sauver Israël, il n'a pas réfléchi une fois ni deux fois, il a créé sa force Benaya et est allé aider ses amis sur le terrain. Quand les combats font rage au Liban, le Hezbollah concentre le feu de ses missiles sur 2 villes israéliennes. La ville de Kiryat Shmona qui est à nos pieds et la ville de Safed en Haute-Galilée. Beaucoup de ces missiles vont tomber sur les forêts. La forêt de Biria à côté de Tzfat, les forêts de montagne de Naphtali qui sont à notre droite, et ces forêts vont brûler. Après la guerre, le KKL va entreprendre un travail gigantesque pour reboiser. Vous voyez derrière moi le travail qui a été fait, la forêt qui reprend ses droits, et à côté de nous les plaques qui honorent les donateurs qui ont participé à cet effort de reboiser les forêts pour réparer les dommages de la guerre du Liban. « 1949. Israël est sorti victorieux de la guerre d'indépendance qui lui a été imposée par ses voisins. On aspire à la paix et à la tranquillité. Mais les Égyptiens ne le voient pas du même œil. Nous avons une frontière de plusieurs centaines de kilomètres entre Israël et l'Égypte. Derrière moi, la bande de Gaza sous contrôle égyptien. Les Égyptiens y créent une force militaire de terroristes appelée les Fedaïn, qui sont formés au combat en Israël. Quand je parle de combat, il s'agit surtout de meurtre, de vol et de reconnaissance militaire. Israël accueille une masse d'immigrants arrivés dans les années 50 et les installe dans des villages de la région du Negev, face à la bande de Gaza, face à l'Égypte. C'est eux qui subissent le coup de ces infiltrations nocturnes, de ces meurtres, de ces vols. Israël ne sait plus comment réagir. Après l'opération de Suez en 1956, Israël décide de créer une unité qui se spécialisera dans la lutte antiterroriste. Cette unité va prendre le nom de Shaked, unité 424, unité Shaked. Quand l'unité Shaked va recevoir sa mission, sécuriser la frontière avec l'Égypte, empêcher les incursions de Fedayoun, il va falloir qu'ils développent leur stratégie. Comment faire pour empêcher les incursions? Et alors va naître cette idée de génie. Dans cette unité, on va trouver des soldats juifs et arabes. On va incorporer des arabes israéliens, des bédouins, des druzes, des gens du terrain, qui savoir qu'une pierre a été retournée, qu'un buisson a été écrasé, se voir que quelqu'un se terre à l'entrée dans une caverne. Un membre du kibbutz, un ancien kibbutznik, va avoir une idée. On va passer avec un commande-car auquel on va accrocher une barre de fer et on va effacer les traces du terrain. Et donc, quand la patrouille viendra, on pourra voir les nouvelles traces et voir si quelqu'un a traversé la frontière. Alors va s'engager une guerre des cerveaux. Parce qu'à partir des traces, on peut définir combien de Fedayoun sont passés. On peut définir quelle était leur taille, quel était le poids de leur équipement d'après la profondeur des traces. Ces stratégies vont être après développées et vont être disséminées dans toute Sahel.
Et si l'unité de Shaked a été dissoute après la guerre des 6 jours, d'autres unités de Tzahal aujourd'hui reprennent les mêmes méthodes et protègent les frontières d'Israël. Si vous me demandez un nom qui symbolise tout ce qu'était l'unité Shaked, un nom, je vous le dis, Amos Yarkoni. Nous sommes maintenant près de la ville d'Ofakim, dans le parc du KKL, parc qui porte le nom de la Sayeret Shaked, le commando Shaked, qui devait sécuriser les frontières d'Israël dans les années 50. Regardez cette Jeep modèle 2021. Tous les soldats de Shaked auraient rêvé d'avoir un engin pareil pour patrouiller les frontières. Ils ont fait ça avec les moyens de l'époque dans les commandes-cars des rebuts de la Seconde Guerre mondiale. Ici était leur base de départ. À partir d'ici, ils ont patrouillé les frontières, la frontière de Gaza et plus loin. Nous sommes maintenant dans la partie du parc où on lit les commémorations de l'unité Shaked, du commando Shaked. Alors à ma gauche, cette stèle qui raconte l'histoire de l'unité, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Un peu plus loin, le pont du chemin de fer britannique. Un chemin de fer que les Anglais ont construit depuis la ville de Rafiah vers Beersheva. Et ce pont est un symbole. C'est un symbole entre les générations. C'est un pont qui relie les générations des fondateurs qui ont créé cette unité Shaked jusqu'à leurs enfants et petits-enfants qui continuent la tradition. Devant cette stèle commémorative qui porte les noms des soldats de Shaked qui sont tombés au combat, nous voyons la devise de l'unité. Rakelu hayod'im lagen al cherutam zakaim la. Seulement ceux qui sont prêts à se battre pour leur liberté méritent cette liberté. Des noms. Derrière chacun de ces noms, une histoire, une famille, une personnalité. Je vous avais dit que si je dois résumer chacun dans un nom, je vous dirais Amos Yarkoni. Amos Yarkoni, il n'était pas juif. De son nom, Amos Yarkoni s'appelait Abdelmajid El-Hader. C'était un bédouin et c'est lui qui a formé cette unité à faire de la reconnaissance, leur appris aux soldats à lire les traces dans la nature et à chercher le contact avec les Fédaïn. Mais si je voulais encore terminer par un autre nom, un nom symbolique, je choisirais le nom de Avshalom Shoham. Avshalom Shoham, ce nom d'Avshalom nous est connu. Nous connaissons le nom d'Avshalom Feinberg. Avshalom Feinberg était un membre fondateur du réseau Nili, un réseau d'espionnage créé par des Juifs de Palestine à l'époque turque, pour espionner les Turcs au profit des Anglais. Avshalom Feinberg, en voulant renouer le lien avec les Anglais, a été tué par un bédouin dans le désert. Un membre de la famille d'Avshalom Feinberg, Avshalom Shoham, sera soldat dans l'unité Shaked, sera mortellement blessé, va lutter pendant 3 ans sur son lit d'hôpital et finalement décédera de ses blessures. C'est malheureusement une histoire tragique qui revient plusieurs fois dans l'histoire d'Israël. Voilà, notre journée touche à sa fin. Un peuple qui aime la vie, d'ailleurs, même pour les morts, nous n'avons pas de prière des morts. Nous disons le Kaddish, qui est une prière de vie, et qui termine Yehei Shlama Rabba Min Shemai V'chayim Aleinu Val Kol Israël. Nous demandons la vie pour tout Israël. Et c'est pour ça que, malheureusement, les soldats sont tombés pour qu'Israël vive. La devise en Israël, c'est Bemotam Tzivu Lanu Et HaChaim. Par leur mort, ils nous ont permis, ils nous demandent de vivre. Et c'est pour ça que les familles qui veulent se rappeler de souvenirs de leurs proches ont choisi en général des partenariats avec des associations municipales, avec des associations culturelles, avec des associations sportives, avec le Keren Kayemet et avec d'autres, pour faire des sites, des monuments dédiés à la vie, des aires de pique-nique comme l'endroit où nous sommes maintenant, des aires de jeux, des tournois de football ou d'autres activités. Nous sommes un peuple qui cherche à vivre. Encore quelques heures et les feux d'artifice du Yom Ha'atzmaut vont illuminer le pays et le pays va passer brusquement d'une joie du souvenir à la joie la plus profonde et la plus sincère.